Alors pour la suite, je vais vous proposer aussi l'intervention de Dominique Simon qui va représenter le service public de Wallonie en lieu et place d'Étienne Huillam, le directeur général qui n'a pas pu se rendre disponible. Et donc Dominique Simon est inspecteur général dans les départements des voies navigables de Charleroi et de Namur. Il va nous présenter un survol plus large de l'ensemble des actions du service public de Wallonie sur le réseau fluvial, mais également sur l'intermodalité en général, et nous ouvrir quelques perspectives. Avant de lui passer la parole, je vais vous proposer un petit film d'introduction qui va vous montrer autre chose que le Hainaut, parce que ça bouge partout en Wallonie pour l'instant. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a également des actions ailleurs en Wallonie. Et donc, pour vous donner un aperçu plus complet, je vais maintenant passer la parole à monsieur Dominique Simon. Merci Pascal et bonjour à tous. Donc effectivement, notre DG n'étant pour le moment pas là, je vais vous faire l'exposé global pour toutes les activités du SPOEMI. Alors, l'année dernière, en fait, quand il vous avait fait l'exposé, il a insisté sur la résilience de nos activités par rapport à la crise et il vous avait dit que les chantiers avançaient bien. Et donc aujourd'hui, vous allez effectivement voir, donc il y a deux axes dans la présentation. Un premier, on va vous faire un petit peu l'état des lieux sur l'avancement des travaux d'infrastructure et un deuxième sur l'état des lieux des services et des perspectives offertes en la matière. Et vous allez voir spécifiquement au niveau infrastructure que les choses ont vraiment bien avancé. Alors on a déjà parlé beaucoup de la traversée de Tournai. Et donc en fait, au-delà du chantier et de ses prouesses, c'est surtout l'apport qu'il apporte au trafic fluvial que l'on souhaite souligner. Donc on voit sur la photo, évidemment au gabarit le plus juste, un bateau de 110 mètres par 11 mètres 40, donc le gabarit de la classe 5A, qui poussé à son maximum permet de transporter 3000 tonnes. Alors il faut se rendre compte qu'avant cette situation, on était limité à une classe 4, et donc globalement à un tonnage limité à environ 1500 tonnes. Donc si on prend un peu de recul et qu'on considère la situation globale de l'ESCO, de la présence de son alternat, donc c'est un doublement potentiellement de la capacité en tonnage que ces travaux ont permis de réaliser. Alors de manière plus large, l'année 2023 est une année de concrétisation. Donc un certain nombre de dossiers parfois très anciens ont abouti de manière vraiment déterminante. Alors on vient de parler un petit peu du chantier de réouverture du Pomerol-Condé, donc je ne vais pas en reparler, vous avez vu le détail. Simplement, il faut avoir en tête que c'est depuis 1992 que ce canal et le dossier étaient enlisés, envasés respectivement. Donc l'avancée, elle est évidemment énorme, et l'épisode et le retard temporel du Castor est vraiment à relativiser. Alors, donc le chantier de mise à gabarit de la Lys. Donc au niveau wallon, ce chantier est terminé. Par contre, lui aussi, c'est un dossier extrêmement ancien. Donc la première transposition, en fait, accord par rapport à ces travaux, elle remonte à 1985. Il y avait même une transposition dans une loi, mais qui n'a jamais vraiment pu être aboutie, finalisée. Et donc ce n'est qu'après qu'il y a eu un nouvel accord international
qui a décrit la répartition de responsabilités, de financement entre les diverses entités pour avancer ce chantier. Donc un partenariat exceptionnel, exemplaire entre la Wallonie, la Flandre et la France, au travers de VNF, pour faire avancer ce dossier. Troisième, dernier, donc le pont des Trous, on en a parlé. Donc le pont des Trous, juste pour revenir sur le caractère exceptionnel, presque irréaliste de ce chantier. Moi, quand je commençais ma carrière, on en parlait déjà, mais personne ne voyait vraiment comment le dossier pouvait aboutir. Donc il y avait même l'hypothèse d'un contournement général de la ville de Tournai. On ne voyait pas comment toucher à ce pont, à l'aspect patrimonial, aux aspects urbanistiques, aussi pas mal de difficultés techniques. Et donc on est maintenant, plus de 20 ans plus tard, avec un chantier qui est exemplaire, mais exemplaire de tous les points de vue, en termes techniques, en termes d'intégration, en termes de résultats, et aussi dans la manière dont il a pu être exécuté, avec un point d'attention notamment par rapport aux aspects environnementaux lors de l'exécution du chantier. Enfin, dernièrement, ça semble peut-être moins difficile, mais néanmoins, donc, le chantier d'approfondissement de l'écluse d'Auvelais va permettre en fait la navigation sur toute la basse Sambre à 2,80 m d'enfoncement. Donc ça représente un gain de rentabilité. Et donc dans le contexte qu'on connaît de compétition entre les modes de transport, ce gain de rentabilité est évidemment appréciable. Alors on a parlé beaucoup de la situation à l'ouest. N'oublions pas l'Est et la grosse activité économique, notamment de la zone de Liège, avec une Meuse en zone liégeoise qui en fait achève cette année sa grande transformation initiée il y a plus de 15 ans. Donc cette année, les premiers essais de la nouvelle grande écluse, donc au gabarit 6 de Hampsaint, l'écluse va pouvoir être testée. Et donc ça termine le grand programme de transformation qui a commencé avec l'écluse de l'année, et puis l'écluse d'Ivoramais, et finalement maintenant l'écluse d'Hampsaint. Et donc avec ce programme réalisé, c'est l'ensemble de la Meuse depuis la confluence à Namur jusqu'aux Pays-Bas qui sera au gabarit de classe 6. Alors n'oublions pas non plus le barrage de Montsint. Donc tout le monde connaît bien dans le secteur de la navigation son importance stratégique. C'est effectivement lui qui va tenir le niveau de toute la ville de Liège, mais aussi et presque surtout tout celui du canal Albert. Donc c'est un ouvrage majeur et il a été majeur aussi par rapport à la gestion des inondations. Vous savez qu'à l'été 2021, il était à l'époque en construction et donc il y a vraiment une situation transitoire due aux travaux qui a pu être gérée et qui montre bien l'ouvrage stratégique, le rôle stratégique de l'ouvrage par rapport à la gestion hydrologique. Alors sur cette carte, on voit l'avancement des travaux. Donc ça permet d'embrasser la vision stratégique des travaux depuis le début des années 2000 en région wallonne. Donc on voit en vert tous les chantiers qui sont actuellement terminés. Donc peut-être la stratégie en gros c'est de dire de Namur sur la dorsale wallonne, c'est de viser le gabarit classe 5 et au-delà vers l'est de viser le gabarit classe 6. Donc on voit effectivement en vert tous les éléments qui sont complètement terminés. On voit en particulier que toute la zone de l'Escaut dont on vient de parler est bien achevée. Les éléments en mauve sont des chantiers qui sont actuellement en cours et ceux qui sont en orange sont des dossiers à l'étude ou qui vont prochainement mis en phase travaux. Donc à ce propos-là, on a un énorme dossier qui est en cours de publication, donc on peut vraiment dire que les cahiers de charges sont dans les tuyaux et attendent le dernier presse d'entrée pour être publié. Ça concerne les 4 nouvelles écluses à Marchiennes, Gosselies, Viéville et Aubourg. Donc là, on attend un début de travaux début 2024 et une fin en 2028. Et deuxième très gros chantier qui va démarrer, c'est celui de l'élargissement du canal Nimy-Blaton. Et lui, il est attendu avec un début de travaux en septembre de cette année et une fin en 2026. Alors ici, c'est la situation quelque part projetée. Si on se disait, tiens, nous sommes maintenant, non pas en juin 2023, mais fin d'année, et cette même situation montre le niveau d'avancement avec des zones en point vert, des zones en point mauve, et on voit que le travail a vraiment bien avancé. Donc je remercie toutes les équipes d'avoir produit la carte, qui n'existait pas la semaine dernière, et qui permet vraiment de voir les avancées qu'on a aujourd'hui.
Alors, tous ces chantiers, on voit, c'est de très longue haleine. Il y a des gens qui ne sont malheureusement plus ici, qui nous ont quittés pour du bon, qui sont maintenant pensionnés. Donc, je rejoins ce que tu disais. Donc, c'est vraiment un travail collectif et un aboutissement, une année de concrétisation. Je pense que ça mérite d'être salué. Et alors, il y a le drapeau de l'Union européenne qui figure en bas du slide. Il ne faut pas oublier que tout ça est possible grâce à un large cofinancement de l'Union. Et le travail en partenariat avec nos amis, nos collègues flamands et français est quelque part un soutien puissant pour obtenir ces crédits. Donc ça mérite aussi, je pense, d'être mis en évidence. Je veux revenir juste en arrière. Donc, on voit ici que des montants et une énergie humaine très importante sont mis par rapport à des travaux de modernisation, des travaux neufs. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'un réseau, c'est un ensemble d'ouvrages, parfois avec des ouvrages existants, qui sont vieillissants et très sensibles. Donc, je veux quelque part témoigner aux utilisateurs qu'on en est parfaitement conscient et qu'on veille en fait, on sait que c'est vraiment un de nos objectifs dans les années à venir, de maintenir et de rendre disponible notre infrastructure pour que l'ensemble puisse pleinement rendre son service. Donc ce qu'on vient de voir à Ronquières, pour le moment avec l'arrêt, c'est quelque part l'illustration de ce qu'il faut éviter. Et on met une énergie énorme pour essayer justement d'anticiper, de programmer des travaux de rénovation pour que cela n'arrive pas. Malheureusement, on a encore quelques progrès à faire. Alors donc on a parlé beaucoup d'investissements dans des ouvrages ou dans des sections du linéaire. Évidemment, la finalité économique de développement de l'activité portuaire, elle conduit aussi à des travaux spécifiques qui sont menés par les ports autonomes en collaboration avec le SPW. Vous avez ici 4 illustrations, dont une qu'on a déjà vue en vidéo, même 2. Donc le Trilogy Port avec des travaux d'extension, le raccordement ferré de la zone de Glun, une nouvelle construction au niveau de Comines et la construction d'un nouveau quai à Manage. Alors donc maintenant au niveau ferroviaire, il y a aussi des choses intéressantes à mentionner. Donc le raccordement de Glun, on vient d'en parler dans son activation. Il y a une nouvelle ligne aussi qui dessert Gare au Centre et Anvers. Donc une ligne en fait qui assure une navette, un aller-retour par semaine, gérée par l'INEAS, avec un transport de 15 wagons de 3 EVP chacun. Et donc c'est un début et ça pourrait éventuellement évoluer, on l'espère, à la hausse. Et enfin, ce qui est intéressant de mentionner, c'est sur le terminal ferroviaire d'Attu, qui est le plus grand de région wallonne, pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, il y a une société de transport ferroviaire qui a été créée pour permettre une gestion autonome de l'activité. Et donc là, on est sur 3 navettes hebdomadaires qui sont actuellement en fonction. Alors au niveau des chiffres globaux d'intermodalité, donc on peut voir qu'il y a 122 000 EVP sur l'année 2022. Alors c'est malheureusement une baisse au niveau fluvial d'environ 16%, donc ce qui est assez important. Et au niveau, donc la moitié de ces EVP en fait est attribuée à Trilogy Port. Et au niveau ferroviaire, on a 155 000 ETP sur l'année 2022. Donc là, une très grande part relative à Attu, donc c'est 58% si j'ai bien fait le calcul. Et là, c'est en baisse, mais un peu de manière limitée, de 4%. Donc ces baisses, en fait, sont assez interpellantes et amènent une réflexion. On peut voir ça comme une consolidation d'activité. Et on peut aussi espérer que le dynamisme de tous les acteurs, les investissements qu'on a vus aujourd'hui, quelque part permettront que ce soit une réelle consolidation et en vue d'un bon rebond l'année prochaine, on en reparlera. Alors, volet sur les services, donc vous avez ici une photo qui illustre un poste de contrôle au niveau du centre d'exploitation du centre Perex. Donc en fait, les développements qui sont attendus, c'est, comme on le voit, des développements de télécommande d'ouvrages, mais aussi de manière plus large, une intégration des activités, que ce soit celle de gestion des ressources en eau, que ce soit celle de gestion hydrologique plus large. On a vu tout à l'heure, dans la dia qui était présentée, le système complexe d'alimentation en eau des canaux, avec des pompes, des turbines. Donc on sent bien qu'une gestion globale et intégrée de l'activité au niveau de la Wallonie apportera
une meilleure efficacité et aussi une meilleure efficience, parce qu'elle permettra quelque part de faire des économies, notamment énergétiques. Donc on vise par cette télécommande une amélioration de service et une homogénéité de ce service. Alors évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est l'impact direct sur la navigation. Alors pour le moment, on a très bien avancé sur la télécommande des ouvrages de la Basse-Sambre, avec 3 ouvrages qui vont être complètement télécommandés à partir du centre Perex à compter du 1er juillet. Vous avez ici les différentes phases, mais surtout ce qui vous intéresse le plus, c'est l'extension des horaires qui va être permise grâce à cette télécommande à partir du 1er septembre. Donc sans doute que certains d'entre vous se disent enfin, on y est, il y avait une demande industrielle forte pour cette extension, et on peut dire qu'aujourd'hui, la redistribution des ressources permises par la télécommande permettra de l'assurer à partir du 1er septembre. Alors, dans les activités, je dirais, peut-être plus habituelles, il y a évidemment le dragage qui demeure essentiel par rapport au maintien de la navigation, quelque part, le fait de pouvoir avoir une bonne efficience du transport grâce à un tonnage qui n'est pas limité dans le transport. Donc vous avez là le chiffre du dragage en 2022. Et alors à mentionner aussi une grande étude de résilience sur les ressources en eau. Donc on voit qu'on a de plus en plus de phases de sécheresse longue. Et donc la disponibilité de la ressource en eau est potentiellement problématique. On voit que le Rhin a connu des épisodes d'arrêt de navigation importants. Et donc quelque part de se dire, nous, comment nous comportons-nous pour essayer d'avoir la meilleure résilience par rapport à ces épisodes de sécheresse. Ça fait l'objet d'une grande étude qui va nous permettre éventuellement de nous adapter au travers d'un programme d'investissement en visant un horizon de type 2050. Alors, on n'a pas évidemment attendu les résultats de ces études pour intégrer à notre dynamique de travaux ces éléments-là. Et vous voyez sur la photo de droite, en fait, une station de pompage de type à vis. Donc, c'est une des stations de pompage qui équipe les écluses du canal Charleroi-Bruxelles. Donc, celle précisément où on va construire une nouvelle écluse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les stations de pompage, elles ont été conçues par rapport aux besoins en eau de ces 2 écluses, mais aussi dans un contexte de rareté de la ressource, en se disant, tiens, dans les pires conditions, que faut-il et a-t-on la ressource en eau pour les alimenter? Alors, le type même des turbines, enfin des pompes vise la résilience, puisqu'on passe de pompes qui étaient des pompes centrifuges à axes verticaux à des pompes beaucoup plus robustes de type pompe à vis. Et puis on a aussi intégré, donc on vient de parler de sécheresse, mais on a aussi de plus en plus d'épisodes de pluie intense qui sont très difficiles à gérer sur des éléments de type canaux, qui ne sont évidemment pas prévus pour ça. Et ils étaient prévus pour pomper de l'eau, pas pour récolter des eaux pluviales en abondance et les restituer, qui plus est dans le sens opposé au sens du pompage. Donc ce qu'on a conçu en fait sur ces machines, on a prévu des machines réversibles qui peuvent, le cas échéant, débiter de l'eau qui viendrait par des précipitations, le tout en produisant de l'électricité, ce qui est la cerise sur le gâteau. Alors vous avez une photo au centre aussi qui illustre l'activité de dragage. Alors il y a un message subliminal en fait derrière cette photo. Donc vous avez derrière la photo de l'opération de dragage, la friche industrielle de Chertal. Et donc le message subliminal, il y a toujours un risque qu'il soit mal interprété. Ce qu'on veut dire par cette photo, c'est qu'on trouve qu'il serait de bon ton que ces terrains servent à la politique de mobilité des marchandises et à l'activité industrielle. Donc c'est un clin d'œil, évidemment. Alors, autre élément important en termes de services, donc on sait que pour le moment, le transport par voie d'eau est vu de manière très compétitive par rapport à d'autres moyens de transport pour son efficacité environnementale. Alors néanmoins, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et il faut se dire que les modes de propulsion actuels sont quand même peut-être polluants et qu'il y a lieu de faire des progrès. Donc par rapport à tout ça, les modes de motorisation de type hybride, hydrogène, etc., il y a beaucoup de questions qui se posent. Et la Wallonie a lancé une étude justement pour regarder quels étaient les modes, les carburants alternatifs, et regarder quel était l'impact potentiel sur l'infrastructure et ce qu'il fallait prévoir. Donc cette étude est en cours. C'est encore un peu tôt pour livrer le résultat, mais c'est important que vous sachiez que ça existe. Et en particulier par rapport au changement de motorisation, donc il y a un volet d'aide qui existe pour rénover ces moteurs. Donc on est aussi conscient des limites de ce modèle,
mais les indemnités, enfin les participations, les aides directes, pardon, peuvent atteindre un montant de 50% de l'investissement. Et enfin, peut-être le plus important, on est dans un contexte qui est très changeant, avec beaucoup de contraintes, et il est essentiel de pouvoir s'adapter et d'accueillir l'innovation parce qu'elle est porteuse de solutions. Donc un exemple, c'est pour le moment au niveau des services à la batellerie, il y a vraiment un problème de pénurie de capitaines. Et donc alors qu'on veut développer la flotte, qu'on veut développer le transport fluvial, on a un problème pour trouver des équipages pour piloter les bateaux. Donc si on prend ce recul et qu'on considère ça, évidemment, la navigation autonome ou la navigation déportée est une solution, mais il faut pouvoir lui donner un cadre et des balises. Et donc par rapport à ça, la Wallonie s'est dotée d'un cadre réglementaire au travers de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 mars 2003, qui permet en fait de déroger à certaines règles dans un cadre d'innovation, évidemment avec certaines balises. Donc ce qui est important pour vous ici, c'est de savoir que ça existe, et on peut évidemment revenir vers vous si c'est nécessaire. Alors autre initiative que je trouve très intéressante, c'est un inventaire des terrains multimodaux. Donc vous avez ici devant vous une carte de ce type qui est orientée par rapport à la voie d'eau. Donc l'idée c'est de faire un outil mais qui serait destiné aux opérateurs de développement territorial, donc aux ports, aux fonctionnaires qui s'occupent d'agences du territoire, aux agences de développement économique, pour leur donner un outil d'aide à la décision. Donc l'objet ce n'est pas de faire un outil de type grand public, mais bien de donner un outil pour les décideurs et pour donner un bon conseil et prendre de bonnes décisions. Donc derrière, évidemment, il y a la préservation des terrains qui sont très importants par rapport au développement futur et qu'il ne faut pas gaspiller. Et cet outil-là, évidemment, pourra motiver des décisions ou orienter des décisions dans un sens positif par rapport à ça. Alors, oui, 2 slides, donc celui-ci et le suivant, par rapport à la responsabilité sociétale que le SPOMI compte en fait et exerce déjà, notamment dans le domaine du CO2, mais aussi dans d'autres domaines. Donc une expérience pilote en cours sur une échelle de certification CO2. Donc vous avez les projets pilotes qui sont mentionnés. Donc en gros, il s'agit, moyennant certification, de donner un avantage potentiel concurrentiel par rapport à une performance CO2. Alors il y a 2 manières de le faire, soit au niveau de la sélection, et donc quelque part c'est dans un contexte un peu plus abstrait, soit directement par rapport au contexte du chantier qui fait l'objet d'une procédure de marché public. Donc ici, on est dans quelque chose, vous le sentez bien, qui est en train d'évoluer, mais le message qui s'adresse à vous, c'est que c'est un élément important qui s'intégrera dans la politique d'investissement à l'avenir, et donc pour toutes les entreprises, il est important de s'y préparer. Alors, on a parlé du chantier de Tournai, un chantier exemplaire au niveau environnemental, et donc là, il y a une démarche qui a été mise, mais qui était cadrée au niveau du cahier de charges, qui visait à faire de la performance environnementale un critère d'attribution, mais plus que ça. Donc, il ne s'agit pas que ce soit juste une déclaration d'intention, il s'agit de mettre en place un monitoring pour que ce soit suivi, et que le cas échéant, si le niveau d'ambition de départ n'est pas respecté, il y a une pénalité. Donc en gros, ça ne doit pas être du pipeau. Et donc l'expérience de ce chantier montre que ça fonctionne, montre que l'ambition de départ a pu être dépassée, et elle montre aussi que cette manière de faire est transposable à d'autres chantiers. Donc c'est super intéressant, et fort de cette expérience, cette manière de faire sera ajoutée dans les grands chantiers dont je vous ai parlé tantôt, donc les constructions de nouvelles écluses, mais aussi l'élargissement du canal Nimy-Blaton. Alors ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ça crée un effet d'entraînement, une dynamique positive, puisque le fait d'imposer ça, les entreprises vont jouer le jeu, les sous-traitants des entreprises vont jouer le jeu, et on est dans un cercle vertueux qui peut s'installer. Voilà, donc j'ai presque terminé. Simplement pour vous donner un rendez-vous le 28 novembre pour le premier congrès régional de la mobilité des marchandises. Donc en fait, l'ambition, c'est de réunir les différents acteurs, de montrer l'ensemble des projets et initiatives qui permettent de réaliser cette stratégie. Et vous dire aussi que la Wallonie a prévu un système de labels, de telle manière que les entreprises qui mènent des actions, qui contribuent, puissent la mettre en valeur. Donc ça, c'est super important, mais je ne doute pas que Monsieur le ministre, tout à l'heure, va parler de ce sujet-là.
Et alors encore 2 petits mots. Merci à Pascal et à ses équipes pour la présentation de cet événement. Donc les autres années, je vois ça de beaucoup plus loin, ici je l'ai vécu de près. Et donc je salue la qualité du travail. Et alors merci à tous pour votre attention et pour vos actions, parce que la concrétisation qu'on a vue cette année, ben, c'est le travail de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Je me tourne vers la régie pour savoir si on a éventuellement des questions. Ça n'a pas l'air très dynamique du côté des questions sur le Slido. C'est pas grave, on est en direct, c'est encore mieux. À défaut, mais peut-être pas à défaut, peut-être qualitativement, je vais vous proposer l'interprétation graphique qui a été faite de l'intervention qui vient de nous être offerte. Je vous laisse regarder. La transformation de la Meuse en classe 6, l'approfondissement de l'écluse d'Auvelais, autant de bonnes nouvelles. J'ajoute à ça l'ouverture 6-22 sur 3 écluses de la Sambre annoncée dès le mois de septembre. Je garde aussi en tête le fait que M. Simon a mentionné à quel point nous sommes en prise avec les questions d'entretien du réseau et que c'est une question très compliquée sur laquelle il y a des progrès à faire et on a des illustrations malheureusement récentes. Mais malgré tout, vous avez là un résumé du dynamisme et du nombre de sujets sur lesquels la région wallonne investit ces dernières années pour le réseau fluvial et l'intermodalité en Wallonie.